Les nouvelles technologies révolutionnent les affaires judiciaires. Les magistrats, les avocats et les experts le répètent. L'informatique, l'intelligence artificielle et aujourd'hui la stylométrie permettent d'élucider des affaires anciennes, comme celle de Grégory, vieille de 40 ans. Comme celle aussi de Kurt Cobain, QAnon aux États-Unis et plus récemment l'affaire Ramadan. Les avocats et les experts sont unanimes. Dans les tribunaux et dans les cours d'assises, c'est une révolution qui est en train de se développer avec l'irruption de toutes ces nouvelles technologies. À propos de la stylométrie, en proposant d'analyser la manière dont chaque individu rédige, la stylométrie est une recherche de la signature stylistique de l'auteur d'un texte. Elle éclaire l'histoire d'un écrit et répond à une question simple. Qui a écrit ces mots? Chacun écrit par registre, de manière presque inconsciente. On écrit avec son vécu, ses affinités, ses blessures, qui rendent chaque style unique et que nous retrouvons dans les détails dissimulés, parmi une masse d'informations. La stylométrie, depuis le 19e siècle, s'intéresse à ces marqueurs peu conscients et grammaticaux de la langue et de l'individu, que sont les mots-outils et d'autres morphèmes grammaticaux tels que les flexions, les désinences et ainsi de suite. La stylométrie, elle émerge en fait il y a assez longtemps, pendant les dernières années du 19e siècle, elle s'intéresse aux détails, à l'indice comme pouvant être révélateur, plus révélateur que ce qui est immédiatement apparent, en cherchant des propriétés qui soient structurelles, fréquentes, faciles à quantifier et relativement immunisées à un contrôle conscient. Ces propriétés, elles, sont constitutives de ce qu'on appelle parfois le stylome, qui est un terme un peu trompeur, qui est calqué sur celui de génome. Donc le stylome, ce serait la signature individuelle dans la langue d'une personne. Les linguistes parlent plutôt d'idiolecte, et l'idiolecte, c'est l'ensemble des usages du langage propre à un individu donné. Donc n'importe quel individu qui maîtrise une langue et qui s'exprime a des traits qui lui sont propres. Le style n'est pas réservé qu'aux grands auteurs, mais chaque individu a des propriétés de langue lorsqu'il s'exprime qui peuvent être peut-être quantifiées et qui peuvent permettre de reconnaître éventuellement ses écrits. Donc le postulat de base, c'est l'existence chez chaque individu de propriétés de langue particulières et mesurables. On a longtemps fait de la stylométrie sans prendre la peine de vérifier ce postulat, mais il y a eu dans les dernières décennies des recherches qui se sont justement penchées sur la vérification empirique de cette hypothèse. Alors la stylométrie, elle a été conçue, elle a été beaucoup utilisée pour répondre à des controverses littéraires. Dans le cadre de Molière, c'est Pierre Louys qui, en 1919, a proposé le premier cette théorie, comme quoi Corneille aurait écrit les œuvres de Molière. Pour essayer de répondre à cette polémique qui refait surface de temps en temps, avec mon collègue Florent Cafiero, on a réalisé une analyse de la langue à la fois de Molière et de Corneille, mais aussi d'autres auteurs qui étaient leurs contemporains, comme Rotrous, Caron, Thomas Corneille, c'est-à-dire le frère de Pierre Corneille, et ainsi de suite. Et on a étudié des propriétés de langue telles que les rimes, les choix de mots, les affixes, c'est-à-dire les préfixes et les suffixes, les catégories grammaticales des mots, l'emploi des mots-outils. Et à chaque fois, on retombe sur le même résultat, qui est qu'on réussit à reconnaître des groupes d'œuvres distincts. Donc il n'y a pas de proximité réelle dès lors qu'on restitue un petit peu de contexte littéraire à ces productions et qu'on étudie un certain nombre de marqueurs de style. On peut sortir des controverses littéraires pour parler d'applications légales ou judiciaires de la stylométrie. Un autre exemple, c'est les travaux de Karol Czasky sur la détection des lettres de suicide. Donc Karol Czasky a entraîné un modèle d'IA sur un corpus de 1000 lettres dans lequel il y avait à peu près 400 lettres de suicide authentiques et 600 fausses. Et à 80%, elle réussit à détecter les lettres authentiques, à les distinguer des faux. Un cas emblématique auquel elle l'a appliqué, c'est la question de la lettre de suicide de Kurt Cobain. Donc là aussi, il y avait une théorie défendue par certains, selon laquelle Kurt Cobain, donc le chanteur de Nirvana, aurait été assassiné et ne se serait pas suicidé. Et que donc la lettre de suicide qu'on a retrouvée serait soit un faux, soit plutôt un texte authentique à laquelle on aurait rajouté quelques lignes à la fin pour le faire passer pour une lettre de suicide.
En tout cas, ce que prédit son modèle à elle, c'est qu'il s'agit bien d'une lettre de suicide, qu'on prenne que le début ou qu'on prenne que la fin ou qu'on prenne l'intégralité, la prédiction est la même. Les traits linguistiques de ce document évoquent une lettre de suicide. Le docteur Camps fait référence notamment au docteur Chasky. Le docteur Carole Chasky est une linguiste experte de renommée internationale en linguistique forensique assistée par ordinateur, Forensic Computational Linguistics. Elle dirige l'Institut for Linguistic Evidence aux États-Unis et a été sollicitée comme experte dans de nombreuses affaires criminelles et judiciaires internationalement. Elle a été mandatée dans l'affaire Tariq Ramadan pour la Suisse comme pour la France, afin de déterminer l'origine de plusieurs séries de messages litigieux et menaçants, afin d'en déterminer les auteurs. Nous avons très récemment obtenu un rapport de la doctoresse Chasky, experte de renommée mondiale à l'intégrité et l'honnêteté intellectuelle évidemment irréprochable, qui donne un nouveau regard, pour ne pas dire bouleverse, chamboule, renverse la condamnation dont Tariq Ramadan a fait preuve. Qu'ici, il n'y a pas matière à interprétation, la preuve est absolue, elle est rigoureuse, elle est scientifique. L'experte a travaillé sur l'affaire Ramadan en Suisse et sur l'affaire en France. Depuis son irruption dans le champ judiciaire, cette technique provoque des déflagrations à la mesure des intrigues qu'on lui demande d'élucider. On peut citer l'affaire du petit Grégory. 4 décennies plus tard, le mystère du corbeau est peut-être percé. Si vous assistez à un procès dans une cour d'assises, la plupart du temps, vous verrez qu'il y a des vidéos qui sont diffusées. La plupart du temps, vous êtes témoin direct de ce qui s'est passé parce qu'il y avait des caméras de surveillance ou bien la scène a été filmée par quelqu'un avec un iPhone. Vous avez bien sûr la téléphonie qui permet de tracer l'itinéraire d'une personne d'un point à un autre. Vous avez évidemment l'ADN dont on laisse des traces un peu partout. Et puis vous avez maintenant la stylométrie qui fait son irruption dans une célèbre affaire qui est l'affaire du petit Grégory. C'est tellement puissant comme exemple, en même temps d'utilisation des techniques, mais aussi de philosophie judiciaire, c'est-à-dire de philosophie de l'utilisation de ces techniques que je voudrais vous en dire quelques mots. Un expert suisse a proposé l'utilisation de la stylométrie. Et je me souviens, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans, je peux vous dire que dans le monde judiciaire, peu de monde en avait entendu parler, si ce n'est personne en vérité. Et certains disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce gadget ? Et quand on écoute M. Korb ce soir, c'est remarquable de rationalité, de culture, de science, d'une certaine façon, pour l'utilisation de cette technique-là. Donc l'expert est mandaté. Pour les lettres, nous avons la stylométrie. Et grâce à ces technologies de police judiciaire, eh bien, il est possible que l'énigme soit résolue. Nous avons une crainte, pire que tout, c'est d'entraîner en justice une personne, et ce serait une erreur judiciaire, ce serait catastrophique. Donc nous voulons des preuves, et nous avons toujours considéré que les expertises graphologiques d'autrefois ne valaient pas preuve. En revanche, la stylométrie apparaît de plus en plus scientifique, et vous en avez si bien parlé. Ces conclusions scientifiques sont présentes dans l'affaire Ramadan également. En effet, les recherches menées par la linguiste forensique américaine Carole Chasky mettent au jour un mensonge originel de celle qui l'accuse de viol à Genève. Une dénommée Laïla écrit au bas d'un article hostile à Tariq Ramadan à enfoiré et demi, une vraie torpille en prépa. Examinant 29 documents pour un total de 4228 mots et 328 phrases, l'experte a procédé à une analyse syntaxique pour identifier l'auteur de ce commentaire ainsi que d'autres, tous dans le même esprit. Ce que j'aimerais vous dire, parce que ça a été mis en évidence, c'est qu'effectivement, on a diligenté des expertises. La première expertise qu'on a demandée, elle venait à 97 et à 100%. Mes avocats, par précaution, ont demandé à ce qu'on ne fasse d'autres tests. Alors écoutez bien, parce que les résultats finaux ici, ils ont été confirmés par 3 tests et 2 méthodes. Ça veut dire 6 fois, ce sont elles qui ont écrit. 6 fois. C'est-à-dire 6 tests avec la linguistique forensique assistée par ordinateur, dont vous pouvez aller chercher partout où vous voulez. C'est celle qui est reconnue en stylométrie comme celle qui est la plus scientifique. Et qui l'a fait ? C'est la personne de référence
aujourd'hui sur le plan mondial, qui est le docteur Chasky. Donc par 6 fois. Les pourcentages en Suisse et en France sont sans appel. Le docteur Chasky a multiplié les tests, 3 pour chaque plaignante, avec chaque fois 2 méthodes distinctes. Les 6 tests ont tous donné les mêmes pourcentages, de 96,9% à 100% de probabilité. Donc je ne sais pas où on va pouvoir maintenant essayer d'éviter cette vérité. Moi, c'est ce que j'attends. Et on m'a dit, moi j'avais le même mode opératoire. Mais pourquoi est-ce que nous avons décidé d'être les avocats suisses et les avocats français? Parce qu'en fait, c'est le même mode opératoire. Mais c'est pas le mien. C'est celui de celle qui m'accuse. Le même mode opératoire. 2 semaines auparavant, 6 jours auparavant, les choses sont claires et elles se connaissent. Il faut savoir que dans le dossier, elles affirment au départ ne pas se connaître. Elles se connaissent depuis 2009, les 2 plaignantes. Elles se parlent et on le sait, et tout le monde le sait. Et mes avocats, au tout début, m'ont dit « l'affaire suisse est une affaire suisse, l'affaire française est une affaire française », sauf que quand la science parle et qu'elle dit c'est la même chose, c'est la même affaire avec les mêmes personnes qui se connaissent, il faut qu'on en tire des conclusions. Les avocats relèvent que la science confirme, en France comme en Suisse, qu'il s'agissait de pièges prémédités. Les expertises permettent de non seulement lever les doutes, mais de confirmer depuis le début les propos de M. Tariq Ramadan et surtout d'écarter les accusations des plaignantes. La stylométrie, qui est à l'honneur en France, en Suisse et partout dans le monde, permet dans cette affaire de révéler, de dévoiler une imposture. La stylométrie a permis en réalité de dévoiler la face cachée, pour ne pas dire sombre, de Brigitte, c'est-à-dire son intrigue, sa trame, sa machination et son guet-apens. Premier message qui date du 14 octobre 2008. C'est 14 jours avant la rencontre entre Tariq Ramadan et Brigitte. Et ce message dit « Le chat a été très fructueux, TR a du souci à se faire, a enfoiré et demi, une vraie torpille en prépa. » Une vraie torpille en prépa. Brigitte a réfuté, elle a nié être l'auteur de ces messages qui désormais, et c'est les conclusions de l'expert, avec certitude, l'expert affirme qu'elle en est bien l'auteur. Et c'est quelque chose évidemment qui est renversant. Pourquoi? Parce que nous sommes 14 jours avant la rencontre, et c'est-à-dire que dans cette face cachée, en coulisses, nous avons cette pseudo-Leïla, en réalité Brigitte, qui évoque, affirme qu'une torpille est en prépa, et dans un même temps, nous avons la face visible de Brigitte, qui, de façon contemporaine et simultanée, écrit à Tariq Ramadan. Elle lui écrit le 16 octobre qu'elle l'aime, le 23 octobre qu'elle le trouve intelligent, le 24 octobre qu'elle le trouve merveilleux, le 25 octobre qu'elle souhaite le rencontrer. Parce qu'elle en a le contrôle, parce qu'elle en a la maîtrise, parce qu'il s'agit d'un plan, d'un dessin, d'une torpille qui est en préparation et qui explosera le 13 avril 2018 lorsque la plainte sera déposée. Il faut retenir cette phrase « la torpille est en prépa » qui n'est pas une phrase neutre. Rien dans cette affaire ne relève du hasard. L'affaire pour laquelle je suis aujourd'hui, elle est extrêmement emblématique, notamment par rapport à la stylométrie. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être un terrain magnifique pour l'étude de la stylométrie. Cette fameuse Nathalie dira 3 jours avant la seule et unique entrevue avec Monsieur Tariq Ramadan. Elle parlera à une interlocutrice, elle dira je suis en train de préparer un plan, je suis en train de préparer un piège, et Tariq Ramadan risque, suite à mon piège, de se retrouver en une de tous les journaux. La brigade criminelle met en évidence ce message contenu sur une clé USB que remet la plaignante avec le pseudonyme de Nathalie, pseudonyme qu'elle-même reconnaît utiliser lorsqu'elle est sur les blocs. Eh bien, cet argument sera balayé par un revers de main par les juges d'instruction. Une expertise en stylométrie viendra accréditer ce que, finalement, nous, avocats de la défense, mais aussi la brigade criminelle, pensaient très très fort, à savoir que la plaignante était cette fameuse Nathalie, grâce notamment à cette expertise en stylométrie. Moi, j'ai une meilleure leçon. Pour lui, je te raconte même pas. Tu en sauras bientôt plus. D'ici 3 semaines, on est en train de monter un plan.
Si le plan se déroule bien, tu le verras en première page de Voici, de Gala et autres magazines People, avec photos à l'appui. Moi, je veux les caméras et les journalistes. Ce message-là, 3 jours avant l'entrevue avec M. Tariq Ramadan. 6 jours, exact, 6 jours. Autre expertise, souvenez-vous, remettez-vous dans le contexte. La plaignante disait avoir rencontré M. Tariq Ramadan avant l'organisation de la conférence. Elle disait avoir été violentée, elle disait avoir été violée, elle disait avoir été séquestrée, elle disait avoir été laissée en guenilles, quasiment mourante, et donc ne pas avoir participé à cette conférence. Nous avons produit des photos qui sont au dossier, où un expert désigné par les juges d'instruction, l'expert conclura au même résultat, à savoir l'individu présent sur les photographies prises lors de la conférence de Tariq Ramadan correspond avec une certitude de 100% à la plaignante en question. Et donc vous comprenez forcément le raisonnement de la défense de M. Tariq Ramadan. Si la plaignante qui dit ne pas pu avoir assisté à la conférence parce que blessée et séquestrée, eh bien finalement se retrouve à la conférence en bonne santé, il y a là encore une grave dissonance par rapport à son messie, et encore, c'est un moindre mot que d'employer de ce mot de dissonance. Nous avons diligenté encore une fois un expert informatique agréé auprès de la Cour d'appel de Paris. Qu'est-ce que va dire cet expert? Il va dire non, c'est pas possible. Ce blog a été créé avant le 9 octobre 2009, soit avant la date et de l'unique rencontre avec M. Ramadan. La conclusion de l'expert informatique, sur le plan technique, les éléments disponibles indiquent que le blog Mon Intime Conviction, qu'elle reconnaît être le sien, il n'y a pas de débat là-dessus, était actif avant le 9 octobre 2009. L'expertise dont nous vous avons fait état nous permet d'affirmer désormais que ce blog a été antidaté. Désormais, il est établi que Madame Aline a anticipé sa dénonciation. L'expertise en stylométrie confirme à 97% que Madame Paul-Emma Aline est l'auteur des messages qui évoquent un piège, un plan. C'est une science qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a effectivement connu une évolution considérable dernièrement, et qui a permis, dans certaines affaires célèbres, notamment l'affaire du petit Grégory, une avancée majeure de l'enquête. Et nous, si demain l'instance de révision décide de convoquer un nouvel expert, mais qu'elle le fasse, la seule chose que l'on demande, c'est que Tariq Ramadan n'expie pas un crime qu'il n'a pas commis. Et donc que l'on cherche cette vérité. Et cette vérité, grâce à la stylométrie, est en marche. Il faut aujourd'hui que la justice, sur la base de cet élément nouveau, de ces éléments nouveaux, se remette au travail et examine ce qui animait la plaignante, qui y a participé, notamment. Et c'est seulement à l'issue de ce nouveau travail que la justice va devoir entreprendre que l'on pourra déterminer s'il y a eu un complot. Et s'il y a eu un complot, qui précisément y a pris part. La justice ne peut plus avancer sans la science. Elle doit être évidemment convoquée, à charge et à décharge. Aujourd'hui, l'utilisation de la science en matière de justice, elle est inéluctable. Elle est le quotidien des magistrats, elle est le quotidien des avocats, et j'ai presque envie de vous dire qu'aujourd'hui, la science est quasiment le meilleur allié de la justice. Très souvent, lorsque vous avez la science contre vous, il est très difficile, lorsque vous êtes accusé, de s'extirper notamment de l'expertise, même si l'expert n'est pas juge, il est très difficile de pouvoir contredire la parole d'un expert scientifique. Alors que, en l'occurrence, concernant notamment le dossier que je défends, celui de Tariq Ramadan, on a tout un tas d'éléments objectifs, scientifiques, qui sont à décharge. À l'époque, malgré les contradictions de la plaignante, compte tenu de l'absence de preuves scientifiques, la justice n'avait pas souhaité entrer en matière. Aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles expertises scientifiques, cette absence de preuves ne peut plus être invoquée. La plaignante, voyant le piège se refermer sur elle-même, va à ce moment-là nier, finalement. Et c'est pour ça que je vous dis ne pas avoir une vision idyllique de la justice. Va nier finalement avoir utilisé ce pseudo Nathalie alors qu'elle l'a reconnu quelques minutes avant. Et ça va suffire dans l'ordonnance de renvoi finale de la cour d'appel, de la chambre de l'instruction, notamment par rapport à Tariq Ramadan qui dit mais c'est pas possible, vous voyez bien que cette plaignante, c'est celle-là qui avait ce pseudo, qui a reconnu avoir eu ce pseudo et qui disait ça, et qui a annoncé quasiment son plan. Eh bien la cour d'appel va dire certes, mais nous n'avons pas la preuve scientifique
puisque maintenant elle le conteste, nous n'avons pas la preuve scientifique que la plaignante est cette fameuse Nathalie qui tient quelques jours avant ses propos sur votre propre personne. Et là, on n'est plus dans le même dossier. Vous avez bien compris que si, effectivement, on arrive à prouver que cette plaignante était cette fameuse Nathalie, eh bien on n'a plus le même dossier. Et ça, on le sait tous. Les avocats de la défense le savent, les avocats des parties civiles le savent, l'accusation le sait. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle la défense de Tariq Ramadan demande un report de son procès. Mais la demande de supplément d'information est restée lettre morte. Ça change pourtant tout. Parce que c'est la preuve scientifique que les plaignantes ont menti durant des années. Si ça, ce n'est pas un coup de théâtre, je ne sais pas ce que c'est, souligne Maître Vogelhut, l'une des avocates de Tariq Ramadan. Parce que Tariq Ramadan, il ne demande pas de traitement de faveur. Il ne dit pas « croyez-moi sur parole parce que je vous produis une expertise ». Tariq Ramadan, il a l'honnêteté intellectuelle ainsi que sa défense de dire « voilà ce que nous produisons ». Nous avons cette expertise en stylométrie. Il se trouve que lors de l'instruction, effectivement, l'instruction était terminée et ce procédé de stylométrie était très peu connu en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé avec des résultats concluants. Et donc, nous, on vous demande, Madame la Présidente, alors on est passé, vous avez bien compris, au stade où on a fini l'instruction et aujourd'hui, on est renvoyé devant une cour criminelle départementale et où on demande à la Présidente de cette cour d'instaurer et d'effectuer ce qu'on appelle un supplément d'information. Qu'est-ce que c'est un supplément d'information? C'est de dire, voilà ce que nous avons obtenu à travers une expertise. À vous, Madame la Présidente, à vous de diligenter l'expert qui vous siéra parmi tous les experts en stylométrie, de lui transmettre ces différents éléments et de voir quelle sera sa conclusion. Nous n'avons pas de doute. Nous savons très bien que l'étude qui a été réalisée par Madame Chasky a été réalisée de façon extrêmement sérieuse. Encore une fois, c'est une référence en la matière. Mais nous, dans le cadre, puisque comme le disait mon confrère, il y a une seule chose qui finalement qui nous guide et qui guide généralement les avocats, c'est la manifestation de la vérité. On veut que vous diligentiez une nouvelle expertise afin de voir si effectivement ce que nous avançons est réel, à savoir que la plaignante et cette fameuse Nathalie ne sont qu'une seule et même personne. Et savoir que l'expertise stylométrique qui fait irruption, tout simplement, commence à faire irruption en France, a permis aux États-Unis de résoudre des dizaines d'affaires. Mon voisin tout à l'heure le disait, mais on a du retard en France. Comme l'a dit mon confrère, on va assister dans les années qui viennent à la révolution en matière judiciaire grâce effectivement à l'intelligence artificielle. Nous sommes tous ici présents uniquement pour la justice et pour la vérité. Les juges doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour permettre à la vérité de se manifester, comme le relèvent les avocats. Dans l'affaire Ramadan, comme dans l'affaire Grégory, comme dans toutes les affaires pénales, sans distinction ni discrimination. La linguiste est parvenue à la conclusion que l'accusatrice suisse de Tariq Ramadan est à 99,09% et 100% selon les modèles statistiques employés, l'auteur de ces commentaires. Nouvel élément à la lumière duquel une nouvelle lecture doit s'appliquer sur l'ensemble du dossier. Depuis le départ, depuis 8 ans, j'ai dit et répété que j'étais innocent. J'ai dit et répété que c'était un traquenard, qu'il y avait des personnes qui, sur les réseaux sociaux, parlaient et étaient en connexion. Aujourd'hui, les choses se confirment effectivement par la science, elles se confirment par des données qui sont irréfutables. Et ce que j'attends, c'est que je sois jugé sur les faits, je sois jugé sur le droit et sur la justice, et non pas, encore une fois, il a été rappelé, parce que j'en étais persuadé, je l'ai dit et répété, si je ne m'appelais pas Tariq Ramadan, vous ne seriez pas là, ni moi non plus. Et qu'il y a une donnée qui est une donnée du coupable idéal. Et à un moment donné, il faut aussi que la parole soit entendue, car au cours de l'instruction, la brigade criminelle, elle a le soupçon, en fait, que ces femmes mentent. Et non pas simplement le soupçon, hein. Des rapports mettent en évidence qu'elles mentent. Et les juges n'en tiennent pas compte. Et aujourd'hui, ce qu'on vient de vous exposer, c'est la confirmation des soupçons de la brigade criminelle, mais cette fois-ci de façon scientifique. Cette fois-ci, les choses sont claires. Et vous savez qu'en statistique et en calcul de probabilité, au-dessus de 95%, c'est considéré comme une certitude. Et nous sommes à 96,9 et à 97,17. Et 100%. Ça va aller jusqu'où comme ça? Il faut qu'on prouve quoi pour que la vérité soit manifeste aux yeux de mes juges? Mais il y a dans le corps des magistrats des personnes intègres qui font leur travail. Et c'est ce que j'attends, moi. Je n'attends que le juge ou la juge intègre qui fera son travail. Mais ce que j'attends aujourd'hui, sans essentialisation, c'est que les juges, comme il a été dit en Suisse, reconnaissent qu'ils ont été trompés et aillent jusqu'au bout du processus. Quelque chose qu'ils ne savaient pas apparaît. Il faut revoir ce qu'on a pensé vrai, parce que c'est faux. Parce qu'on vous a trompé. Et cette fois-ci, là maintenant, ce que vous avez entendu de mes avocats, c'est de dire les faits sont têtus. Et la science, quand elle parle,
l'idéologie se tait. L'idéologie se tait. Je dois dire que dans les mains de la police judiciaire et des juges d'instruction, ce sont des outils extraordinaires pour élucider des énigmes, identifier les personnes qui auraient commis un crime, n'est-ce pas, et par conséquent, épargner les innocents. Je le répète, et cette fois-ci, science à l'appui, je suis innocent de tout cela. Je suis victime, effectivement, de personnes qui ont planifié, et qui ont planifié en trompant la justice. Juste que justice soit faite aujourd'hui. Je vous remercie. Juger un homme devant une cour criminelle sur un dossier inachevé, inabouti, c'est surtout le meilleur moyen de conduire ce procès à une erreur judiciaire. Je pense qu'en termes de sécurité de nous tous face à la justice, ces nouvelles technologies, elles sont très remarquables. La justice doit éviter les erreurs judiciaires, éviter de condamner un innocent, et elle doit se plier aux apports déterminants de la science, quand celle-ci, même 40 ans plus tard, ou contre des décisions déjà rendues, révèle qui est le coupable et qui est l'innocent, faussement condamné. Le respect de l'état de droit et de la justice impartiale est à ce prix.